Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, le coup d'envoi du DCE Level a été donné ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Des milliers de candidats ont pris d'assaut les centres d'examen, notamment dans la région du Sud-Ouest. Les positions se déroulent sous haute vigilance sécuritaire. Cependant, à Douala, au moins 3 candidats sont arrivés après l'heure limite de 8 heures. Un coup dur pour ces élèves dont la suite de l'examen s'annonce compromise. Le groupe de Douala, une entité influente dans le paysage intellectuel et politique camerounais, est traversé par des tensions internes significatives à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Des divergences profondes opposent désormais ses membres les plus actifs. Cette fragmentation, symptomatique de différends persistants, révèle une implosion au sein d'un cercle censé incarner une pensée collective. La localité de Matoubeng, située en périphérie de Fumban, a été le théâtre d'un événement tragique qui a coûté la vie à un père de famille. Hassan, conducteur de moto et père de 8 enfants, a été mortellement poignardé lors d'une course-poursuite. Il a reçu 3 coups de poignard d'un malfrat présumé qu'il prenait en chasse. La ville de Bafia est plongée dans une crise hydrique sans précédent. Depuis plus de 2 semaines, l'accès à l'eau potable est devenu un défi majeur pour ses habitants, les contraignant à un quotidien épuisant, marqué par des allers-retours incessants vers les puits et les forages. Cette privation, devenue une routine forcée, transforme la vie des résidents en une quête permanente. Voilà pour les titres. Le coup d'envoi du DCE a été marqué par un incident regrettable ce matin au lycée bilingue de Deido. Au moins 3 candidats ont vu le portail se refermer devant eux, arrivés après leur limite. Selon le corps enseignant, cette absence est malheureusement assimilée à une note de 0, compromettant sérieusement le parcours de ces élèves. L'un des candidats concernés s'est exprimé au micro de nos reporters Cyril Kwakam et Thierry Nana. Un élément que nous expliquons. Nul n'entre au lycée bilingue de Deido après 8 heures. Arrivé à 8h03 ce mardi, ce candidat au DCE Advanced Level est recalé devant le portail de l'établissement. Il y avait seulement un élève, un candidat qui est venu en retard après 8 heures. Et comme la règle, il ne peut pas entrer après 8 heures. Donc on l'a fait rentrer. Il n'est pas le seul. 2 autres candidates inscrites au DCE Advanced Level et au DCE Ordinary Level n'ont pas également pris part à la première épreuve du jour. Conscient de la note de 0, il lui sera difficile de remonter la pente. Et je n'étais qu'à 5 minutes. 5 minutes. Il ne pense même pas que ça atteint 5 minutes de retard. Et on m'a fauché l'examen. Parce que ça, c'est faucher l'examen. Si je n'ai pas composé une partie, l'autre partie ne pourra pas combler. Sur les 1389 candidats inscrits dans cet établissement, 17 absences ont été signalées. Ici, le personnel enseignant a reçu comme consigne non à la fraude. Et on a pris toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas la fraude. On les a contrôlés à l'entrée. Et en entrant dans la salle, les surveillants aussi les a contrôlés. Et pendant la surveillance, c'est le travail des surveillants de voir qu'il n'y a pas la fraude entre les élèves. Débuté ce 3 juin sur le triangle national, le DCE s'étend sur 19 jours. À la fin, seuls les meilleurs iront en classe supérieure. Et à Yaoundé, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Alova-Lyonga, était sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de l'examen. Voici le reportage de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zébou. 4 sous-centres d'examen visités ce 3 juin par la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Alova-Lyonga, alors que les candidats entament la phase écrite du DCE Ordinary et Advanced Level. Premier arrêt, le CETIC de Ngouaikele à Yaoundé, suivi du lycée technique bilingue de Colbison. L'atmosphère est sereine. The exam started on time.
Les examens ont débuté à l'heure et je peux voir que des deux côtés, anglophones comme francophones, on a adopté le système de faire entrer les candidats dans les salles de classe un quart d'heure avant l'heure prévue. Partout où j'ai demandé, il n'y a pas eu de candidats arrivés en retard, ce qui est une grande amélioration cette fois-ci. Donc de ce point de vue, c'est plutôt positif. Le membre du gouvernement relève cependant pour le déplorer les conditions d'hygiène et de salubrité de certains sous-centres, notamment l'état des toilettes. Elle exige des mesures sanitaires urgentes, faute de quoi ceux-ci perdront dès l'année prochaine leur statut d'hébergement. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait concernant les places assises dans certains sous-centres. Des candidats traitant le même sujet qui s'asseyent sur un banc étroit qui prend 2 personnes, nous n'acceptons pas cela. De même, il devrait améliorer les conditions d'hygiène et les personnes qui nettoient les toilettes devraient être là en permanence afin que les lieux ne sentent pas mauvais. Nous ne voulons pas de cela. Il devrait y avoir des nettoyeurs permanents pour les toilettes afin que l'hygiène soit améliorée. Sur l'ensemble du pays, c'est plus de 200 000 candidats qui sont face aux épreuves pendant 2 semaines. Et dans la région du sud-ouest, des centres comme le Bilingual Grammar School de Buea, le DBHS Morphée, le DBHS Ekondotiti ainsi que Kumba accueillent un grand nombre d'aspirants. Les compositions se déroulent sous haute vigilance sécuritaire. Voici le reportage de notre correspondante Inès Daniel Ndouambala. Les épreuves écrites du General Certificate of Education Ordinary Advanced Level se déroulent depuis ce matin sur l'étendue du territoire national. À Ekondotiti, dans le Ndian, région du sud-ouest, 2 centres de composition accueillent les candidats au GC. Au Government Bilingual High School et au St. Pius College d'Ekondotiti, des mesures sécuritaires ont été renforcées pour pallier à toute velléité séparatiste. Nous avons ce matin Economics 1 pour le haut level et là il y a 1170 candidats. Nous avons aussi A-Level Economics où il y a 480 candidats. Et nous avons aussi Geology 1 pour le A-Level là où il y a 57 candidats. Pour l'examen bac, nous avons 100 candidats et sur les 100 candidats, il y a 97 qui sont présents. Et pour le moment, les littéraires composent en philosophie, pendant que les CD et TI composent en mathématiques. Ici, le calme et la sérénité règnent. Les candidats, comme partout ailleurs, cogitent sur les épreuves de Economics et Geology. Au Bilingual Grammar School de Buea, l'ambiance est studieuse, aucun incident majeur enregistré jusqu'ici. Dans les salles, la vigilance des surveillants est de mise, tout se déroule sans anicroche. Au Government High School de Bokwango, tout est mis en place pour assurer le bon déroulement des épreuves. Les examens du sous-système anglophone s'achèveront dans 3 semaines. Reste qu'à souhaiter bon vent aux candidats du GC, O et A-Level. Autre titre, à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le groupe de Douala traverse une période de forte turbulence. Des divergences profondes opposent désormais ses derniers membres actifs, Anissé Kane et Sambaka, tandis que Jean-Calvin Abba Oyono a été écarté. Les détails avec Lille Piediou et Thierry Nana. Ils étaient 4 à signer le communiqué fondateur du groupe de Douala. Aujourd'hui, seul le nom d'Anissé Kane, président du Manidem, figure encore sous cette bannière. Dans sa dernière prise de parole, Anissé Kane évoque l'auto-exclusion de Jean-Calvin Abba Oyono, qu'il accuse d'avoir publiquement soutenu la candidature de Maurice Kamto lors du meeting de Paris. Une position jugée incompatible avec les principes du groupe de Douala. Il faut rappeler qu'Abba Oyono avait rejoint l'initiative en cours de route. Abba est allé dire que lui soutient Kamto. C'est ça qui fait problème parce que il est en même temps dans le groupe de Douala.
C'est incompatible. Je ne comprends pas. Vous êtes arbitre et vous affichez votre préférence pour une équipe. Le groupe de Douala ne s'est pas encore prononcé sur la candidature consensuelle de l'opposition. Mais cette sortie ne fait pas l'unanimité. Cyril Sambaka, autre membre fondateur, s'en est désolidarisé dans un communiqué distinct, publié le même jour. Il marque ainsi sa prise de distance avec la déclaration d'Anissé Ikané. Le communiqué du président Ikané était un communiqué unilatéral. Vous n'avez pas vu ma signature dessus, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, il y a eu d'abord un problème. Le problème était simple, je ne pouvais pas signer un communiqué si je n'avais pas fait ma propre opinion et si je n'étais pas au courant de ce qui se passe. Ces deux positions divergentes, rendues publiques simultanément, posent une question. Le groupe de Douala existe-t-il encore? Ceux qui veulent la mort du groupe de Douala se trompent parce que c'est un groupe qui a des tentacules. Et ces tentacules ne sauraient s'estomper parce qu'il y a un différend. Le fait que Sam affiche son désaccord sur cette auto-exclusion, c'est un point de vue. Vous savez, quand on dit union pour le changement, ce n'est pas unité. Ces tensions dessinent déjà les contours d'une élection présidentielle mouvementée au Cameroun. Et 24 ans après la privatisation de Sonel, la Société nationale d'électricité du Cameroun, l'État retrouve sa souveraineté énergétique avec un passif de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Avec une telle dette que laisse Eneo, on interroge la capacité du Cameroun à pouvoir accélérer les investissements afin de réduire le déficit énergétique. Monique Naosi-Fosso et Maros Kosso. 24 ans après la privatisation de Sonel, la Société nationale d'électricité, le Cameroun reprend sa souveraineté énergétique avec un passif de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Avec une telle dette que laisse Eneo, l'on interroge la capacité du Cameroun à pouvoir accélérer les investissements pour réduire le déficit énergétique, facteur qui limite la compétitivité des entreprises et exacerbe les tensions sociales. Maintenant, il faudrait poser certaines dates pour rattraper le cap. Notamment, il faut faire le recouvrement auprès de certaines sociétés, auprès de l'État, auprès des organismes infra-étatiques. Il faudrait également réduire les charges. Il faudrait faire des contrôles accrus. Parce que nous savons tous que beaucoup de Camerounais ne payent pas normalement la lumière. Il faudrait également que les dirigeants qui doivent être nommés soient des nationalistes et qu'ils maîtrisent la gestion. D'autre part, le retrait du fonds britannique Aptis du capital d'Eneo sonne comme l'échec des privatisations des entreprises de souveraineté. Initiative encouragée en 1986 par le FMI dans le cadre des ajustements structurels. Le gouvernement vient de faire rentrer dans son portefeuille l'une des entreprises qui réalise l'un des chiffres d'affaires les plus élevés. Vous connaissez combien d'entreprises au Cameroun, en dehors des industries extractives, des entreprises relevant du secteur des industries extractives, qui réalisent 1 milliard de chiffre d'affaires, l'équivalent de 1 milliard de chiffre d'affaires par jour. Il n'y a que Eneo pour le faire. Donc ça fait une très bonne chose également, c'est-à-dire ça va rassurer les partenaires au développement, tel que si le gouvernement est un peu coincé pour honorer le service de la dette extérieure, le gouvernement peut piocher dans les caisses de sa nouvelle unité chargée de gérer le service public de l'électricité. Avec 78 milliards de francs CFA, le Cameroun contrôle 95% du capital et 5% appartiennent au personnel. Dans l'actualité également, la population de Matoubeng, dans la ville de Fumban, a été le théâtre d'un crime crapuleux qui a coûté la vie à un conducteur de mototaxi alors qu'il tentait d'intercepter un présumé voleur en fuite. L'homme a été mortellement poignardé. Le récit d'Arunazira sur les images de Ndjoya Nordine. Hassan, conducteur de mototaxi, ne pratiquera plus son activité. Arraché à la vie par un présumé voleur en fuite. Après sa sortie de la mosquée, la victime a tenté d'arrêter un individu pris en chasse par les populations. Ce dernier va lui asséner 3 coups de poignard, voulant s'échapper à tout prix. Le conducteur va succomber à ses blessures et va rendre l'âme sur le champ. Hier soir, vers le 19h30, on m'a aperçu qu'il y a
un gars qui est empoisonné, qui est avec le couteau, qui est en train de empoisonner les gens avec le couteau là. En arrivant ici là, je l'ai trouvé déjà couché ici là. Il y avait Hassan qui est déjà poignardé à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il est déjà mort. Hassan n'est pas la seule victime de ce présumé voleur. 2 autres personnes ont subi le même sort. Youssouf et Ibrahim ont reçu également des coups de poignard. Je suis la 3e victime. Il m'a poignardé avant de poignarder mon voisin d'en bas. Je suis de Matimba, nouveau quartier. Au domicile familial d'Hassan, ses proches sont inconsolables. Le présumé assassin n'a pas échappé à la justice populaire. Et depuis plus de 15 jours, la ville de Bafia est confrontée à une pénurie d'eau potable. Les robinets demeurent désespérément à sec, plongeant les habitants dans une quête quotidienne et harassante pour s'approvisionner. Contraint de multiplier les allers-retours vers les puits et les fourrages. Les résidents de Bafia vivent une situation qui, désormais, est pris les allures d'une véritable crise. Le récit de Titi Freeman sur les images de notre correspondant Espoir Anissé Baïha. À Bafia, le manque d'eau est désormais le quotidien des habitants. Dans les quartiers, chacun tente de trouver une solution. Seau à la main, femmes, enfants et hommes parcourent des kilomètres pour s'approvisionner au puits, forage ou aux sources naturelles. Presque 2 semaines et demie, voire 3 semaines que nous n'avons pas de l'eau. Et nous puisons de l'eau au puits, là derrière. Donc nous avons beaucoup de difficultés pour avoir de l'eau à Bafia. Ça fait depuis 3 semaines là, on a oublié d'aller puiser l'eau dans le ruisseau. Selon les responsables du centre Kamwata de Bafia, la situation est due à un incident technique majeur. Nous avons toujours des dommages au niveau de nos équipements. Et c'est ce qui est arrivé au niveau de notre eau de captage, au niveau du captage. Nous avons une de nos électropompes immersibles qui s'est grillée de l'eau. Le problème, c'est que la pompe actuellement n'arrive pas à envoyer de l'eau au niveau du château. Donc nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir venir remplacer la pompe là ce soir et demain. Donc voilà un peu en fait la situation de Bafia. Ces équipements qui ont été endommagés après une longue coupure de courant. Quand le courant est venu, il y a eu des dégâts. En attendant la livraison d'une nouvelle pompe dont l'arrivée tarde encore, la population est livrée à elle-même. On est obligé de puiser l'eau dans la rigole et porter les maladies pour trouver de quoi manger. L'eau à boire, nous avons une maman à côté qui a le forage. C'est là-bas que les enfants du quartier puisent de l'eau. Face à une situation critique, les habitants appellent à une intervention rapide des autorités. En attendant, la pénurie continue de paralyser le quotidien et menace l'hygiène publique dans cette ville du centre du Cameroun. Alors à présent sur les hauteurs du quartier Messassi à Yaoundé où une cachette insoupçonnée dans les buissons servait de chapelle à des messes noires d'une jeunesse criminelle. Drogue, vol et agression ont été orchestrées dans l'ombre. Une opération minutieuse de la brigade de gendarmerie de Kondom vient de lever le voile sur ce sanctuaire de crimes, chose vue et entendue par Arnaud Guefak et Serge Alain Zébou. Vu d'ici, tout un pan des quartiers Messassi et Olembe à la loupe. Au sommet de cette colline caillouteuse et paisible de Yaoundé, un secret d'initié bien gardé. Une broussaille anodine vue de l'extérieur, mais derrière les feuillages, une cachette aménagée. C'est ici qu'il se cache. Nul n'entre là s'il n'est fumeur ou vendeur de guet non local donné à la drogue. Banque de fortune, chaises usées, pierres disposées, un hôtel clandestin où se célébrait jusque-là une messe noire. Ces gens avaient établi leur PC pour non seulement prendre des drogues de tout genre, mais aussi pour peaufiner leur plan de cambriolage. Les reliques de ces cérémonies d'un autre genre sont visibles. Des emballages de boissons et de cigarettes, sachets de whisky et des chapeaux, entre autres.
des traces d'une consommation effrénée et des rituels obscurs. La perquisition ici et dans le domicile du principal célébrant révèle l'ampleur du sanctuaire. Drogue soigneusement empaquetée, cuirs et plats, pipes artisanales, appareils électroniques, bouteilles à gaz, des motos et une arme factice, probable outil d'intimidation lors des agressions nocturnes. Vous voyez une arme, vous ne pouvez pas déterminer si c'est une arme factice ou alors c'est une vraie arme dans la nuit. Lorsqu'on vous pointe quelque chose qui ressemble à une arme, décidément vous allez obéir. Il faut féliciter les gendarmes qui ont rendu ceci possible. Ça fait la 3e opération où nous saisissons des armes factices. On en a saisi il n'y a pas plus de 2 semaines du côté de Simbok. Et il y a peut-être plus d'1 mois, on en a saisi du côté de Leboudi, où 2 suspects là-bas semaient la terreur avec des armes factices. Exorcisme forcé, mené avec précision par la brigade de gendarmerie de Kolondam, déterminée à éradiquer des foyers de criminalité qui gangrènent le quartier. J'avoue le bravoure de toute la gendarmerie avec ce qu'ils sont en train de faire. Moi, particulièrement, en habitant de Niom, quand je vois déjà ça, j'espère que nous pouvons dormir en toute tranquillité. 5 adeptes sur la trentaine de ce culte du mal pris dans les filets de la gendarmerie. Le bonheur témoigné par cette quantité de préservatifs saisis s'arrête net à ce point. Et à Douala, la brigade maritime a intercepté un important stock de produits de contrebande. Il s'agit de carburant, d'huile végétale, de cigarettes et d'autres denrées de première nécessité en provenance du Nigeria. Voici le reportage de Fatima Ndale, Laurent Jocho et Stéphane Binac. La brigade maritime de Douala a mené une opération ce 2 juin. Elle a saisi plus de 100 fûts de carburant. Elle a également récupéré une 50aine de bidons d'huile. Des cartons de lait, de cigarettes et de serviettes hygiéniques ont aussi été confisqués. Les produits étaient entre les mains de 6 individus, tous de nationalité nigériane. L'arrivée d'un bateau de fortune en provenance du Nigeria voisin contenant plusieurs fûts de carburant. Alors nous nous sommes déportés immédiatement dans le plan d'eau. Nous avons tendu une embuscade à la petite embarcation. Malchance lui en est pris qu'il est tombé immédiatement sur nous. Alors nous l'avons conduit immédiatement au port de Youpoé. Nous avons procédé à la saisie où vous pouvez constater une importante cargaison que nous avons trouvée derrière. Les contrebandiers seront déférés et présentés au procureur de la République. Une sentence qui leur sera... ils vont assumer en tout cas. Les produits venaient du Nigeria. Une vérification de leur qualité sera faite avant leur mise en vente aux enchères. Nous allons informer monsieur le gouverneur qui est le président de la cellule régionale de coordination de lutte contre la fraude des produits pétroliers du littoral. Il sera informé de la saisie et la vérification sera faite sur la qualité et la quantité saisie exacte. Ces produits sont souvent contrefaits et dangereux pour la santé. Ils causent d'importantes pertes économiques à l'État. Ils échappent au paiement des taxes d'importation. Parlons à présent de l'opération d'identification des chauffeurs de taxi par badge présentée par le ministère des Transports comme une avancée contre l'insécurité qui ne fait pas l'unanimité. Syndicalistes et conducteurs doutent de son efficacité. Voici le reportage de Joël Diom 3 et Lung Vendor. Face à la recrudescence des agressions des usagers dans les taxis et les meurtres en série de ces professionnels du secteur des transports à Yaoundé, le ministère entend renforcer la sécurité à l'aide des badges d'identification modernes. C'est un document qui est accroché à l'intérieur des véhicules dans une position qui permet la lisibilité de tous les passagers qui sont à bord de ces véhicules, qui peut, à partir de leur siège assise, scanner le code QR ou bien relever le numéro de badge attribué à ces conducteurs. Selon des données du ministère des Transports, entre vendredi et dimanche dernier, il a été constaté sur la plateforme dématérialisée 118% de taux de demande. Mais sur les routes, ces nouveaux badges ne font pas l'unanimité parmi les professionnels du transport. C'est une bonne initiative. Je ne suis pas encore au courant, merci. Nous, les Tazimans, nous sommes identifiés. Mais quand ils portent les qui portent dans la voiture, les qui sont en train d'assassiner les Tazimans.
on n'est pas obligé de nous imposer le badge. Et le prix de ce badge, vraiment, c'est de l'escroquerie. Combien? On parle de 10 000. 17 syndicats sont autorisés à enrôler les chauffeurs taxi sur la plateforme digitale sécurisée. Si le ministère dit avoir intégré les organisations syndicales au processus, ce président des syndicats, lui, reste sur sa faim. Notre problème, c'est qu'on n'a jamais vu l'échantillon. On l'a demandé par courrier de repousser un peu la date pour qu'on nous présente l'échantillon et qu'on l'adopte ensemble. Majoritairement, ce nouvel outil d'identification des professionnels du transport est le bienvenu. Mais comme toujours, tout ce qui est nouveau a du mal à s'intégrer dans les habitudes. La communauté musulmane du Cameroun s'apprête à célébrer la fête de la Tabaski, qui représente un moment privilégié pour les fidèles. Au-delà de son aspect festif, la Tabaski est également un rappel de l'importance et de la symbolique du sacrifice dans l'islam. Reportage Jacques-Patrick John et Luc Vandor. Immoler une bête pendant la Tabaski est un acte chargé de spiritualité chez les fidèles musulmans à travers le monde. Ce processus est organisé et c'est l'imam qui donne le temps du premier sacrifice. Il va d'abord égorger pour lui, après la prière de la mosquée. Quand l'imam égorge, il a donné coup d'envoi maintenant donc à tous ces mondes de là qui peut égorger. Celui qui égorge avant l'imam, c'est qu'il n'a pas fait ce que la loi d'islam demande. Selon les dignitaires musulmans, il n'existe pas de spécialiste dans ce domaine. Tout fidèle disposant de moyens et âgé de moins de 15 ans peut se prêter à l'exercice. Avant de porter le premier coup sur la bête, le musulman élève les prières vers Allah. Il y a une prière qu'on fait. Tout un chacun doit connaître cette prière avant d'égorger. Tu ne connais pas ça, tu n'es pas égorgé. Disons que tu dois d'abord faire une prière que tout le monde doit faire. Tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Si tu ne connais pas ça, tu n'es pas égorgé. Un homme musulman n'est pas égorgé, il faut être musulman incroyant avant d'égorger. Chez les vendeurs de moutons par exemple, immoler un animal est un acte gratuit. Débuté le 28 mai dernier, la Tabaski s'achève le 6 juin prochain avec le sacrifice, symbole même de cette fête, la plus importante du calendrier musulman. Dans l'actualité également, l'Italie a célébré sa 79e fête nationale et à Yaoundé, une réception distinguée a été organisée à la résidence de l'ambassadeur Filippo Scamarca del Murgo. Un public varié et nombreux s'est rassemblé pour porter un toast en l'honneur de l'Italie, pays qui entretient des relations d'amitié de longue date avec le Cameroun. Delphine Foncoutene et Serge Alain-Zebo. Du beau monde ce 2 juin, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun. La commémoration du 69e anniversaire de la République italienne prend des allures de grandes retrouvailles. Diplomates, membres du gouvernement, parlementaires, hommes d'affaires, figures de la culture et autres amis de l'Italie répondent à l'invitation de l'ambassadeur Filippo Scamarca del Murgo et son épouse Martina pour une soirée empreinte d'élégance et de symboles. Le ton de la fête est donné dès l'exécution des hymnes nationaux. D'abord celui de l'Italie, ensuite du Cameroun. Un moment de respect partagé entre deux nations liées par une coopération historique. Au pupitre, l'ambassadeur italien retrace les principaux axes de la relation entre Rome et Yaoundé, saluant les nombreuses réalisations de son pays en terre camerounaise. Nous avons soutenu la capacité italienne dans le domaine du finissage architectural. Notre contribution à la manifestation de théâtre de rue Njangi a permis à l'Europe de s'exprimer de manière paritaire dans le domaine culturel. Mais au-delà de ces réalisations, il y a l'humain. Et Filippo Scamarca del Murgo, bientôt en fin de mission, le souligne avec émotion. Vous savez très bien que le rôle de l'ambassadeur ne se limite pas à la délivrance des visas. Point d'orgue de la soirée, 2 distinctions honorifiques sont remises. L'une à un Camerounais et l'autre à une Italienne. La traditionnelle coupe du gâteau, puis un toast porté à l'Italie. Vive nos présidents respectifs. Une belle manière de célébrer une coopération bilatérale solide, vieille de plusieurs décennies et toujours tournée vers l'avenir.
La réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda progresse de manière satisfaisante. C'est le constat dressé par une mission de supervision du projet de la Banque mondiale à l'issue d'une visite de chantier. La délégation a présenté ses conclusions au ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Dumessis, ce 3 juin. Jean-Philippe Garçon, spécialiste senior en transport et chargé de projet, a partagé les détails de cet entretien au micro de Karel Mezatiachouya. Sur la route nationale entre Babadjou et Welcome to Bamenda, les travaux sont quasiment terminés. Ils devraient être terminés d'ici probablement la fin du mois de juin. Et donc sur la partie de contournement et la traversée urbaine, les travaux avancent très bien. Et sur la traversée urbaine, les populations verront, dans les semaines qui viennent, le démarrage effectif des travaux. Donc le sentiment de la mission de la Banque mondiale est positif. Il y a un certain nombre d'efforts qu'il faut continuer, de manière à accélérer les choses avant la saison des pluies, mais le progrès des travaux est satisfaisant. Et la capitale camerounaise est l'hôte de la 8e semaine nationale WADA, orchestrée par l'association des clubs WADA du Cameroun jusqu'au 6 juin. Cet événement rassemble plus de 500 participants autour du thème « La promotion et la vulgarisation du droit des affaires WADA ». L'objectif est de consolider la pratique juridique et judiciaire dans l'espace OADA avec un focus sur l'intégration des actes OADA dans la législation nationale. Un point éclairé par le projet manager au micro de Karel Mezatiachouya. L'OADA, comme vous le savez, c'est une institution régionale, c'est-à-dire qu'elle a une supériorité au niveau de la norme sur les lois nationales. Mais une réalité est telle que c'est la loi nationale qui s'applique de prime abord pour les litiges qui interviennent entre les personnes qui sont dans le même espace. Mais maintenant que nous avons le besoin d'unifier un certain nombre de textes, un certain nombre de règles, notamment en matière d'affaires, l'OADA a été créé justement pour harmoniser tout ce qui est réglementation et législation sur la matière. Donc, comme nous le disons en droit, la norme supérieure prime naturellement sur la norme nationale. Mais c'est libre au choix de celui qui voudrait exploiter la loi nationale comme la loi régionale, la loi communautaire. Parlons de sport à présent et de la Confédération africaine de football et l'Union européenne qui scellent le mariage de 3 ans pour le développement du football jeune sur le continent. La série d'accords devant matérialiser cette union vient de s'ouvrir par le Cameroun avec l'officialisation ce mardi à Yaoundé d'un partenariat entre le chef de délégation de l'UE au Cameroun et le président de la Fédération camerounaise de football, par ailleurs membre du comité exécutif de la CAF. Les bons points de l'accord dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain-Zéou. C'est une alliance inédite entre la Confédération africaine de football et l'Union européenne. Un partenariat stratégique pour promouvoir le football, mais aussi le développement global de la jeunesse africaine. Ce 3 juin 2025 à Yaoundé, le président de la Fédération camerounaise de football et l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne officialisent sous l'œil témoin des ambassadeurs d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne ce partenariat aux ambitions claires. Toucher 33 000 écoles et faire du football un moteur d'éducation, de santé et d'émancipation. Nous sommes honorés et enthousiastes de joindre nos efforts à ceux de l'Union européenne, acteurs reconnus pour œuvrer dans la promotion de l'égalité, la défense des droits humains. Ce partenariat stratégique avec la Confédération africaine de football ne concerne pas que le sport. Il est susceptible de tisser des liens, de transformer le potentiel en opportunité, d'autonomiser les jeunes dans un environnement sain, sécurisé et propice au développement de leurs talents. Le programme inclusif mise sur l'accès des filles et des garçons au sport, tout en encadrant leur participation par un acte réglementaire adapté aux mineurs. Un engagement sur 3 ans pour bâtir une jeunesse plus forte dans un environnement sûr. En soutenant donc cette CAF et en soutenant la CAF, nous renforçons notre engagement pour un développement inclusif, durable, dans lequel les jeunes Africains peuvent rêver, croire en eux-mêmes et devenir des acteurs aussi de changement dans leur communauté. Avec ce projet, le football devient bien plus qu'un jeu, un levier d'inclusion, d'éducation et d'espoir pour toute une génération.
L'actualité internationale à présent est chargée. À Gaza, 27 personnes ont péri près d'un centre humanitaire lors de nouveaux tirs israéliens. Au Mali, 3 soldats ont été tués dans des attaques revendiquées par Al-Qaïda. Et l'ONU, Anna Lena, prend la présidence de l'Assemblée générale, succédant à Philemon Yan du Cameroun. L'île Piédiou, Calvin-Teka, Mescalmonde. Ce 3 juin 2025, au moins 27 Palestiniens ont été tués et 157 blessés par des tirs de l'armée israélienne près d'un site de distribution d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, Rafah. Les victimes, dont des femmes et des enfants, attendaient des vivres dans la zone d'Al-Mawazi lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu. L'armée israélienne a affirmé avoir tiré sur des suspects ayant ignoré des avertissements, mais n'a pas fourni de preuves. Cet incident s'inscrit dans une série d'attaques similaires. Le 1er juin, 31 Palestiniens avaient été tués près d'un autre centre de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation, soutenu par les États-Unis et Israël. La militarisation de l'aide humanitaire et les restrictions d'accès ont été dénoncées par l'ONU et diverses organisations internationales comme des violations graves du droit international humanitaire. Depuis le début du conflit en octobre 2023, plus de 54 000 Palestiniens ont perdu la vie, tandis qu'environ 860 soldats israéliens ont été tués. Plus de 30 soldats tués, c'est le bilan d'une série d'attaques meurtrières au camp militaire de Boulkessi, djihadiste Nîmes affilié à Al-Qaïda, actif dans toute la région sahélienne. La deuxième attaque, lundi, dans une base militaire au centre de Tombouctou. Selon les premières informations, un véhicule piégé a explosé à proximité du camp avant qu'un violent échange de tirs ne retentisse dans plusieurs quartiers de la ville. Les zones de Boulkessi et Mondoro placées sous haute surveillance. Les combats de ces derniers jours s'inscrivent dans un contexte régional alarmant. Anna-Lena Baerbock, c'est la nouvelle présidente de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Avec cette élection, elle devient la 5e femme à occuper cette fonction depuis la création de l'ONU. Âgée de 44 ans, en 2013, elle est députée au Bundestag et devient ministre fédérale des Affaires étrangères en 2021. Première femme à occuper ce poste en Allemagne. Elle remplace le Camerounais Philemon Yang. Il est tout à fait approprié qu'en cette 80e année de l'Assemblée générale, le leadership revienne à une personne dont la carrière a été définie par un engagement inébranlable en faveur du multilatéralisme. Elle soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Sa présidence débutera en septembre 2025. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. N'oubliez pas le condensé de ce journal à suivre sur notre chaîne Star News. Inscrivez-vous à étoile 031 étoile 31 dièse. Moi, je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.